Ade and Rama, thank you very much. Adé et chers journalistes, merci. Nous allons maintenant parler de la transformation de finances en Afrique en temps de crise à l'occasion de notre premier panel. Et sans plus tarder, je vous invite à applaudir notre modérateur. Il est correspondant international de CNN. Encouragez Laurie Madeveau, le modérateur du tout premier panel. Eh bien, merci. Je suis un tout petit peu jaloux que Adé est en train de partir en retraite et pourtant il a encore de l'énergie à revendre. Eh bien, nous avons la tête rasée. Nous sommes représentant 75% de ces journalistes. Nous allons parler de cette question très importante de transformation de finances en Afrique. Le président Yassine Bey et tous les autres orateurs ont planté le décor. Aidez-moi à inviter Uberi Wangade, directeur du groupe exécutif de Equity Bank, à venir au podium. Il y a Mohamed de Sunu Group. Merci et bienvenue. Serge, le vice-président pour la coopération internationale financière. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, d'être venus. Écoutez, vous avez entendu Adé, son scepticisme par rapport à la crypto-monnaie. Mon collègue de l'autre côté, docteur, hochait de la tête. Et il dit, écoutez, au Wahala, nous parlons de crypto, l'âge de la glace, échange crypto. Je pense que dans les différentes parties du continent, vous avez des inflations records et les pires crises, les montées des denrées, des prix des denrées. Il y a énormément de crises. Nous allons commencer. Nous devons définir d'abord le problème. Quelle est la plus grande crise qui vous préoccupe le plus? Je vous remercie et bonjour à vous tous. Je dois dire que la plus grande crise, c'est d'avoir une population qui ne peut pas se nourrir suffisamment, qui ne pourra pas avoir un main décent autour de la table et bien entendu les échecs dans les transactions financières suite à la crise Covid-19 également. Nous parlons de crise actuelle. On nous a dit qu'on doit s'attendre à une récession sérieuse, pas seulement en Afrique, mais de par le monde entier. Et je pense que nous devons accepter cela. Et nous devons faire face à cela. Et nous devons trouver des solutions qui vont devoir nous permettre de sortir de cette solution, de cette situation. Nous en arriverons à la solution. Equity Bank, vous êtes le plus grand groupe en Afrique de l'Est. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Merci. Nous avons 20 millions de clients actuellement répartis dans 7 pays, dans la région de l'Afrique de l'Est, y compris la République démocratique du Congo. Et ce que nous avons fait, c'est de créer un modèle financièrement inclusif. Je dois dire que ce qui est important, c'est la solvabilité technique. Nous devons servir tous les clients dans les différents secteurs, segments et peu importe le niveau de revenu, et ce de manière inclusive. Et nous avons dépensé énormément pour essayer de comprendre quels sont les besoins de ces clients, les produits, les services, et comment est-ce qu'on devrait les desservir. Parce que fournir ces services doit se faire à différents niveaux. Nous devons comprendre les opportunités et les défis et leur offrir des solutions. Et je pense que nous tirons des leçons énormément de cette expérience. Vous êtes très influent dans cette région. Oui,
vous êtes très préoccupé par les crises. Et également, qu'en est-il de la portée de vos activités? La crise la plus importante pour nous, ce sont les crises climatiques. Aujourd'hui, vous avez eu au mois de septembre dernier des cyclones aux États-Unis. Le coût est estimé à 50 milliards de dollars. Vous avez la sécheresse dans l'été dernier, dont les coûts ne sont pas encore connus. Mais vous voyez que les grands réassureurs, ce sont les assureurs de nous, les assureurs, ont des pertes importantes. On parle de 443 millions de dollars de pertes pour Swiss Re. Munich Re, qui est un acteur majeur aussi, annonce une perte de 1,6 milliard de dollars récents. Et pour nous, les assureurs du continent, c'est important parce que c'est eux qui nous donnent les couvertures. Et compte tenu des projets importants d'industrialisation dont on va avoir à faire face avec la ZLECAf, notre crainte, c'est de pouvoir avoir des couvertures pour pouvoir couvrir ces risques-là. C'est vrai que la crise Covid, la guerre en Ukraine a eu des impacts, comme tout le monde aujourd'hui, qu'on sent sur l'inflation et tout ça. Mais je pense que l'Afrique, en tout cas, a montré qu'elle a de la résilience et que nos économies, malgré tout, on n'est pas en récession, on est plutôt en décélération de croissance. Et pour nous, c'est vraiment des opportunités. I'll come back to that recession point in a second, but Serge... Mais Serge, vous avez parlé des problèmes dans vos remarques. Quelle est la plus grande crise que vous avez et qui vous préoccupe? Et je pense que la plupart des participants ont déjà mentionné. Les difficultés auxquelles on fait face, également les difficultés en termes de Covid, l'insécurité alimentaire, mais il y a un sujet sur lequel j'aimerais revenir pour tout un chacun, c'est le fait de pouvoir maintenir et de créer l'emploi. L'Afrique a une très grande population, une population très jeune, beaucoup de capacités pour l'innovation, mais ces jeunes Africains viennent sur le marché du travail et nous avons besoin de trouver des opportunités pour ces jeunes. C'est là que nous, en tant qu'institution financière, nous avons besoin de soutenir la création d'un secteur privé fort pouvant créer des emplois. C'est l'un des sujets clés sur lesquels nous devons travailler. Également, nous sommes revenus sur la question de la pandémie où on a perdu beaucoup d'emplois durant ces 2 années et également on voit le problème de chômage sur le continent. Oui, c'est correct, spécialement pour les femmes. Les femmes ont perdu beaucoup plus de travail que les hommes durant la pandémie. Et là, c'est un domaine sur lequel on doit plus mettre l'accent, comment créer la condition pour que les femmes puissent reprendre leur rôle dans la société, dans le développement économique. Mais quand on jette un coup d'œil à l'impact de la pandémie en Afrique, avant la pandémie, l'Afrique avait été sur une trajectoire de croissance très forte, l'une des plus grosses dans le monde. Et Mohamed, il est vrai que maintenant nous sommes dans une situation où cette croissance est au ralenti, il y a une sorte de récession, les choses ont l'air de s'améliorer, mais ça doit aller de manière plus véloce. On doit revenir au niveau où c'était avant la pandémie. Maintenant, pour le contexte africain, il est vrai qu'on ne prédit pas une récession claire, mais est-ce qu'on doit s'en préoccuper également de ce côté? Oui, il y a une sorte de contagion parce qu'il y a une grande opportunité pour l'Afrique de vous trouver de nouveaux développements, de nouveaux modèles de développement sur le continent. On a entendu parler du commerce sur le continent. Il y a le développement des projets d'intégration régionale, pas seulement dans le domaine politique, mais également le secteur privé qui travaille sur le plan régional. C'est ce qui va aider à être plus résilient sur le continent et je vois plusieurs opportunités là-bas. Maintenant, pour ce qui est de la récession mondiale, ou qu'importe le nom qu'on lui donne, qu'en est-il pour le secteur des assurances? Des opportunités. Ces crises ont entraîné les gens à travailler différemment, à entraîner à avoir des nouveaux modèles. Et cette révolution numérique à laquelle nous assistons, pour nous, ça a été une opportunité pour atteindre enfin des populations pour lesquelles nous n'avons pas de moyens de les avoir. Pour nous, nous pensons que l'avenir, c'est le développement du mass market.
Et on n'arrivait pas à le faire parce qu'on n'arrivait pas à toucher ces personnes-là. Et grâce à la révolution numérique actuellement en cours, ça nous permet d'augmenter nos taux de pénétration, notamment au niveau de l'assurance. And the mass market is an area that equity excels in. Également, il y a un marché sur lequel le capital est en train d'en gagner, de gagner du terrain. Comment on va faire pour pouvoir atteindre le monde entier? Parce que on voit un potentiel, il y a de l'espoir quand même dans ces périodes de ténèbres, d'obscurité. Je vais dire que les solutions mobiles, quand j'en parle, je veux faire mention à la capacité de pouvoir postuler pour un prêt sur le téléphone, la capacité de pouvoir effectuer des achats sur le téléphone, la capacité de faire des transactions B2B et de cash sur le téléphone. Il y a tellement de solutions sur le téléphone, mais là on essaie de voir comment est-ce qu'on peut souscrire aux assurances sur le téléphone, et il faut des investissements pour ça, sur tous les types de marchés, les bourses, etc. Si je dois vous donner un exemple d'ailleurs, présentement 95% de toutes les transactions qui sont faites en matière de capital, c'est sur les téléphones et d'autres plateformes numériques. Et l'optique, c'est que on va aller sans cesse croissant, et ce que nous voulons voir, c'est que les clients qui ont souscrit, qui sont actifs sur ces canaux, aiment ces canaux-là. C'est pour ça qu'on veut tout faire pour que ce soit un peu plus convenable, pour que ce soit intuitif et qu'il y ait un accès plus facile. Ce que nous voulons faire en matière de capital, c'est de pouvoir transformer la banque traditionnelle, comme vous la connaissez, de là où vous êtes pour aller vers l'avant. Quitter la banque pour aller maintenant au guichet automatique, on a réussi à convertir ceci en une seule chose à faire sur le téléphone ou sur les autres gadgets. C'est une chose que vous faites, pas un endroit où vous allez. Et nous sommes en train de soutenir les modes de vie, parce que je peux faire mes transactions partout, dans ma maison, dans la rue, partout. Si je veux effectuer un achat, j'envoie l'argent, ou je pars acheter, j'ai oublié X ou Y, je suis en mesure d'utiliser mon gadget. C'est un service libre que nous faisons nous-mêmes, qui est très abordable, qui n'est pas cher, et c'est pour cela que nous avons réussi à créer une sorte d'efficacité et un ratio dépenses et revenus. Une chose très intéressante que nous avons également découverte, c'est que la plupart de nos clients effectuent les prêts à 4 heures du matin. 4 heures du matin, vous imaginez? Et demandez-vous, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tout le monde a des crises financières à 4 heures du matin, ils ont besoin de l'argent urgemment avant de commencer la journée. Non, 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 du tout. La plupart veulent effectuer leurs transactions très tôt le matin. Vous connaissez le marché. Je peux parler du marché du Kenya et du Kenya et de l'Ouganda parce que je suis familier avec ce marché. La plupart des marchés ouvrent à environ 5 heures du matin. Alors, je prends la décision, je décide de vendre les tomates aujourd'hui. Alors, je fais à la banque et pour aller à la banque, c'est sur mon téléphone et je fais la demande pour avoir $200. Ça fait 20 000 shillings kenyans et je vais au marché pour acheter ce dont j'ai besoin pour la vente du jour. Et à la fin de la journée, je donne l'argent à la banque, je rembourse à la banque, je gagne mon profit. Donc voilà un peu ce dont il est question. Alors c'est le point de vue de la banque. Maintenant, quel est le point de vue de l'assurance en revenant en essayant de ressortir de la COVID-19. Maintenant, qu'en est-il de l'intégration? Les assureurs sortent de leur zone naturelle. Vous avez des assureurs francophones qui vont dans les zones anglophones et vice-versa. Aujourd'hui, la plus grande responsabilité des assureurs, nous sommes des collecteurs d'épargne et notre responsabilité, c'est de transformer cette épargne. Et il se trouve que, malheureusement, nous avons des places financières qui ne sont pas suffisamment liquides. Alors, c'est l'occasion de saluer l'initiative qui a été faite par la bourse, l'association des bourses,
qui permet d'avoir un outil pour avoir accès à plusieurs bourses en même temps, à cette bourse en même temps. Mais le problème, c'est que nos régulateurs ne nous permettent pas, nous, compte tenu d'un principe qu'ils appellent le principe de localisation, consiste à dire que l'épargne collectée dans un pays doit être investie dans un pays. Donc aujourd'hui, même si moi, je peux avoir accès à cette plateforme-là, à partir de la Côte d'Ivoire, mon régulateur ne m'autorise pas à investir dans cette bourse-là. Alors que la bourse dans laquelle moi, je peux investir, c'est une bourse qui a une trentaine de valeurs où les transactions ne sont pas suffisantes. Donc aujourd'hui, il faut que les régulateurs aillent de l'avant et permettent de nous autoriser à sortir de notre zone. Alors, il y a de l'espoir parce que les régulateurs se parlent et ils sont conscients en tout cas de cette porosité des frontières et de cette internationalisation. Et donc, il y a des points de convergence, il y a des textes qu'ils prennent et qui permettent demain de pouvoir autoriser les assureurs nigériens d'investir en Côte d'Ivoire et vice-versa. Dans notre zone, il y a un exemple intéressant, c'est la zone CIMA, qui est 14 pays francophones, qui ont quelque chose d'unique, c'est que c'est la même monnaie, le franc CFA, c'est le même droit des assurances et le même régulateur. Donc on a montré que 14 pays peuvent se mettre ensemble pour avoir un seul régulateur. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone, les régulateurs ont créé une association et ils se parlent. Donc vous avez comme ça des régulateurs qui se parlent par région. Et l'étape d'après, à mon sens, pour pouvoir bénéficier encore de l'opportunité de la ZLECAf, c'est que ces régulateurs arrivent à avoir des points de convergence pour qu'on puisse circuler entre nous et qu'on puisse opérer entre nous. You've been in this industry a long time. Vous êtes dans cette industrie depuis un bon bout. Il y a une chose dont je suis curieux, c'est la pénétration sur le continent africain. C'est encore très faible. C'est lent, pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est comment, deux choses. La première, c'est comment éduquer les gens à l'importance de l'assurance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est comment accéder à ces personnes-là. Jusqu'à présent, on n'avait pas d'accès. La seule chose qu'on avait, c'est qu'on avait des agences ou des gens qui se déplaçaient. Et donc, le taux de pénétration était relativement lent. Mais aujourd'hui, avec les self-care que nous créons dans nos industries, nous allons avoir des taux de croissance très importants. Et le rapprochement aussi entre la banque et l'assurance fait que, à travers les réseaux bancaires, nous arrivons à commercialiser nos produits d'assurance. Et là, ça permet d'accélérer le développement de la pénétration de l'assurance. All right. From the development partners, Pour ce qui est de la perspective des partenaires au développement et de l'inclusion, qu'est-ce qui est en train de ralentir les questions des uns des autres? Je crois que on a parlé précédemment de la consistance des régulations, de la simplification des régulations qui va permettre un meilleur accès de la technologie. Je crois qu'il y a beaucoup d'innovations en Afrique et également nous avons besoin de penser au financement de l'innovation. Alors, nous, en tant que partenaires de développement, des partenaires financiers, comment on va faire pour soutenir cette innovation? Et c'est une chose sur laquelle on doit se focaliser. Alors, la pandémie est en train de faire des ravages. On voit les changements dans l'économie et on voit comment est-ce que les gens sont en train de dépenser de l'argent, de faire des investissements. On a plusieurs outils comme les outils numériques. Et je crois que nous avons également fait beaucoup de choses pour ce qui est du travail de conseil, comme on aide les banques à avoir une économie beaucoup plus digitale et je pense qu'on peut faire mieux. Nous avons un panel demain sur la zone de libre-échange continentale africaine pour bâtir une zone de libre-échange qui peut couvrir tout le continent. Je sais que vous faites beaucoup de choses pour pouvoir faciliter les étapes. Plusieurs sujets seront abordés. Mais comment assurer un commerce robuste sur le continent vu des crises que nous avons? En réalité, c'est une des plus grandes opportunités du continent et nous avons besoin de plus. Quand on jette un coup d'œil au commerce, il y a la pandémie qui a fait que le commerce qui est en deçà de 60%, mais l'Afrique tient la dragée haute.
à ces différents acteurs et on a besoin de renforcer le commerce en Afrique. Aujourd'hui, pour ce qui est du commerce, vous avez besoin du trade finance et peu d'entreprises en Afrique sont financées par les banques et on peut mieux faire. Également, il faut qu'on voit ce dont on a besoin pour développer ceci. Je crois qu'on doit d'abord bâtir la confiance, la logistique, les systèmes, pour qu'en Afrique, on puisse voir ce qui peut être fait de côté en Afrique et de l'autre, pour qu'on puisse avoir une approche continentale. On a besoin d'une aide technologique et je crois que on a besoin de plus d'opportunités. Je crois qu'il y a beaucoup à faire, mais je crois que les partenaires avancent déjà. Ok, merci. Je veux aborder une question. La question de la crypto-monnaie. En tant qu'une banque majeure, est-ce que vous voyez une opportunité là-bas? Parce que je vois votre gouverneur assis là-bas. Mais essayez quand même de répondre à cette question. Oui, oui, et il est clair que je m'attendais à ce type de question, mais je pense et nous croyons que c'est une opportunité. On ne peut pas ignorer la technologie. Je crois que mon gouverneur m'entend très bien. Il est à côté de moi. On ne peut pas ignorer la technologie parce que on a appris beaucoup de choses quand on essaie d'aborder la question de la convergence mobile. Nous avons appris beaucoup de choses. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est l'aspect risque. Est-ce que nous avons également la technologie adaptée? Et la chose la plus importante, c'est l'éducation des clients. Je crois qu'on a beaucoup appris en matière d'éducation des clients et même sur des questions très basiques. Même leur type d'agriculture, plusieurs personnes ont découvert que les agriculteurs peuvent cultiver d'une manière durable. Et la manière dont on l'a fait, c'est les exposer simplement à l'éducation pour ce qui est des intrants à utiliser, comment faire croître les intrants, comment labourer le sol. Ça a apporté une différence majeure. Et aujourd'hui, on est en train de faire face au travail quotidien qui affecte nos clients de manière quotidienne. Et on voit avec les PME et les autres entreprises, et on essaie de les accompagner via des programmes hebdomadaires de formation pour pouvoir mieux gérer les affaires, être en mesure d'atteindre une bonne croissance. Et quand il y a une bonne compréhension, on peut créer un meilleur historique et on peut leur donner plus d'argent pour accroître encore les affaires, employer plus de personnes. Et on a la question dont Sergio a parlé, qui fait surface ici. Donc on a besoin de comprendre jusqu'où cette innovation va nous amener et on doit s'assurer de pouvoir avoir les bonnes mesures d'atténuation, voir les systèmes importants qu'il faut pour être en mesure de protéger le consommateur de ses produits et de ses services. Cependant, j'ai la ferme conviction qu'on y arrivera. Merci. Une réponse très très diplomatique. La diplomatie en chair et en os. Donc maintenant, pour ce qui est des crises, il y a les questions de transformation des affaires et ainsi de suite. Aujourd'hui, si je prends le cas de l'assurance où nous étions des traditionnels, nous avons évolué vers la banque et aujourd'hui avec les fintech, il y a tout un écosystème qui se met en place pour pouvoir, encore une fois, les visions derrière, c'est comment faire en sorte d'accéder et de couvrir, d'offrir à nos populations des couvertures d'assurance et des couvertures de services financiers. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions qui se font. Nous-mêmes, nous investissons dans des fintech pour pouvoir adresser ce genre de sujet. Mais encore une fois, la confiance, c'est quelque chose d'important. La technologie, ce n'est qu'un outil, mais le plus important pour moi, c'est vraiment la confiance qu'il faudra qu'on mette dans ces outils-là. All right. I want to move to a subject that we haven't gotten to yet here.
Je crois qu'on n'a pas encore abordé la question de l'énergie. On vient de terminer la COP. Il y a plusieurs pays en Afrique qui parlent des pertes et des dommages et quels en seraient les financements. Maintenant, pour parler à Sergio, qu'en est-il des défis des financements en Afrique? Qu'en pensez-vous du côté informatique? Je crois que pour ce qui est de la transition de l'énergie, on doit être réaliste et pragmatique. Et l'un des aspects, c'est le financement à long terme, le financement vert. Et nous allons voir comment est-ce que ce nouvel outil est développé dans le monde entier et à quel niveau est-ce que c'est développé en Afrique. On se rend compte que l'Afrique traîne des pas. Et il y a un aspect sur lequel on peut travailler, c'est la régulation d'abord ou la réglementation. On travaille avec les régulateurs au Ghana et dans d'autres pays en termes d'aide aux régulateurs pour voir comment est-ce que cela peut être opéré en Afrique. Il y a plusieurs opportunités sur le continent entier. On va essayer de suivre les meilleures pratiques. Et également, il y a la question du financement. Aider à mobiliser les fonds qu'on va déployer pour pouvoir financer les projets verts. On a essayé de financer des projets verts sur le continent et ce sera très important. Ainsi, vous aurez les financements dont vous avez besoin pour pouvoir effectuer des transactions sur le continent. Et il y a d'autres projets que nous finançons, on en a déjà parlé, les projets de gaz, de carburant, des questions que nous soutenons et nous nous focalisons également sur les énergies renouvelables et c'est des aspects sur lesquels on travaille. J'ai également entendu parler en long et à large des régulateurs dans cette conversation et j'aimerais demander à ceux qui travaillent dans l'assurance et dans les banques. Il est vrai que je ne suis pas dans le domaine des banques ou de l'assurance, mais je pense que les régulateurs, ils sont très prudents, même beaucoup trop en matière d'innovation. Essayez de cligner des yeux 2 fois si vous êtes d'accord, Mohamed et Marie. Je crois que vous avez parlé du besoin de l'intégration des régulateurs sur tout le continent africain. On en a besoin pour pouvoir gagner en matière de pénétration pour que les gens puissent avoir accès. Quels sont vos commentaires généralement pour ce qui est des questions des régulateurs? Parce que vous travaillez dans des juridictions différentes pour ce qui est de vos droits et d'autres lois applicables. Les régulateurs sont ouverts. Et le plus important, je pense que Adé l'a précisé tout à l'heure, c'est de pouvoir s'asseoir tous ensemble pour pouvoir discuter. Ils sont comme nous, ils ont une vision de développer l'Afrique et ils ont des contraintes. Mais en discutant avec eux, en leur expliquant nos contraintes, je pense qu'ils arrivent à faire passer les choses dans le bon sens. Et l'expérience que nous avons dans la zone CIMA a prouvé que nous avons réussi à faire bouger les lignes avec les réassureurs en expliquant le bien fondé de nos arguments et je pense que ça a donné ses fruits. Donc pour moi, le plus important, c'est vraiment ça, c'est pouvoir s'asseoir tous ensemble et discuter avec eux parce qu'ils sont ouverts pour ça. Deuxième chose que je voulais rajouter aussi, c'est pour moi, pour faire face à cette crise-là, notamment pour faire face à ces crises pour l'Afrique, c'est il faudrait qu'on arrive à avoir des réassureurs locaux puissants qui puissent nous donner à nous, assureurs, des capacités pour pouvoir couvrir les risques, les investissements massifs qui seront faits dans le cadre de l'ASLECAF. Il faut qu'on arrive aussi à adresser le problème de la volatilité des monnaies. Nous investissons dans des pays, et on l'a vu récemment avec les chutes de certaines monnaies, ça a des impacts pour nous. Autre chose importante aussi, c'est nous sommes assureurs, collecteurs d'épargne, on doit la transformer. Il faut que nous ayons des places financières suffisamment liquides pour pouvoir adresser. Et enfin, en tant qu'assureur aussi, il faudrait que l'industrialisation s'accélère pour que nous produisions localement, pour que nos coûts d'exploitation à nous, puisque nous remboursons des sinistres, pour que nos coûts soient plus faibles. Donc voilà ce que je pense qu'il devrait être possible. How are you thinking about your operation? Que pensez-vous de vos opérations quand certains pays qui performent les moins dans le monde? Je crois qu'il faut arriver à un niveau de stabilité pour pouvoir revenir à la normale ou est-ce qu'il y a des arrangements que vous préparez? Ces pays, et si je prends le cas du Ghana particulièrement, il y a le DG de mon Ghana qui est là, c'est des pays très performants, très dynamiques. Aujourd'hui, les taux de croissance que nous avons sur notre filiale du Ghana sont de l'ordre de 15% par an. Mais compte tenu de la volatilité de la monnaie, donc en convertissant ces chiffres en dollars ou en euros, on voit la chute. Mais pour l'instant, c'est des pays très dynamiques que l'on supporte.
All right, let's go back to the. Maintenant, pour ce qui est de la question des régulateurs, et que pensez-vous? Est-ce que les régulateurs sont très zélés? Merci. Permettez-moi de dire ceci, et je peux le dire sans cligner des yeux, c'est que on nous soutient beaucoup. Premièrement, comme mon collègue l'a dit, on a besoin d'engagement, parce que nous apprenons tout ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque nous avions voulu établir la banque en tant qu'agence, les régulateurs l'ont rejeté. C'est des années avant que mon gouverneur prenne son poste. Ils ne pouvaient pas comprendre comment est-ce que les banques peuvent offrir des services bancaires en dehors des salles des banques, des locaux des banques. Donc on avait beaucoup de choses à faire. Et ce que nous avions dû faire, c'est faire un projet pilote de banque par agence. C'est un projet, rien à voir avec les banques. Et on a réussi à avoir des données et on pouvait payer plus de 4 millions de bénéficiaires pour les paiements sociaux en collaboration avec les banques, les institutions bancaires, financières, sans qu'il y ait la moindre fraude. Et on leur a alors demandé, alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose pour les transactions bancaires, que ce soit pour les dépôts ou les retraits? Et on a eu l'approbation pour commencer l'application. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire parce que nous sommes tous en train d'apprendre. Et il y a une chose à faire, c'est de convaincre les régulateurs et leur montrer comment faire le KYC, connaître vos clients, que ce soit dans les villages ou on peut prendre l'exemple du Kenya ou de l'Ouganda. On leur a dit qu'on peut faire le KYC limité. Et maintenant, il y a des questions de AML, comment tracer les transactions. Et avec cet engagement et le besoin de comprendre l'inclusion financière, on a besoin de comprendre comment est-ce que les gens font affaire de manière quotidienne. Et je dois dire que cette année, on a réussi à avoir une licence d'assureur venant des régulateurs d'assurance au Kenya, sans objection, mais avec approbation de notre banque centrale. Et la question qu'ils nous demandaient, c'était comment est-ce que vous allez créer les transactions entre les banques, comment atténuer les risques, comment est-ce qu'on va réussir à créer des barrières pour pouvoir protéger chaque client et qu'on ne les expose pas. Donc on devait les comprendre et voir les structures appropriées, les processus appropriés et avoir les licences. Aujourd'hui, on est en train de discuter de la licence des technologies financières. C'est le débat sur la table et nous sommes sûrs que nous allons nous en sortir et avoir une bonne compréhension. Alors, Sergio, je vais vous donner la dernière, je vous donne la parole pour discuter avec nous comment avoir des protections et comment se préparer à se sortir de ces périodes difficiles. Je crois que les périodes difficiles sont également des opportunités. On doit voir comment est-ce que le moment va changer. Le contexte a l'air difficile, mais il y a des opportunités et le futur de cette entreprise est prometteur. Dernier mot, Mohamed. Des belles opportunités devant nous. L'Afrique a montré sa résilience. C'est important de réunir dans un lieu l'ensemble de ces acteurs-là et je pense que c'est une belle occasion et merci à Jeune Afrique d'organiser cela. Il y a des belles opportunités qui se présentent devant nous en tout cas. Merci. All right, and in 10 seconds, Mary. Les 10 secondes, merci. Je crois que tout ce que moi je puis dire, c'est que nous devons également revoir nos modèles d'affaires parce que si les modèles d'affaires excluent près de 90% de la population, alors je ne pense pas que nous allons
aller loin en tant qu'institution. Alors, il nous faut également trouver des solutions à cet effet pour pouvoir traiter les problèmes actuels là. C'est une bonne conclusion, un grand bond. Merci beaucoup.